Bonjour, merci de participer à ce webinaire qui s'intitule « Concilier efficacité et rapidité pour vos investigations internes ». Je m'appelle Ghislaine Ferré-Morel et j'ai en charge les activités commerciales pour la France et les pays francophones. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Jamel Amara qui lui est en charge les opérations en Suisse. L'agenda du jour est le suivant. Je vous présenterai qui est EPIC en quelques minutes. Ensuite, Jamel vous expliquera l'art de la simplicité dans un monde de plus en plus complexe en termes de data et donc d'investigation. Ensuite, nous vous présenterons EPIC Discovery, une plateforme self-service pour vous assister au plus efficace, de manière la plus efficace possible et vous faire gagner du temps dans vos enquêtes. Et enfin, on terminera par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long de cet échange à poser vos questions directement dans le fil du chat. Alors, quelques chiffres, quelques mots pour vous présenter EPIC. Nous sommes 8000 personnes réparties dans le monde entier et notre métier, c'est la fourniture de services juridiques à destination des grandes entreprises et des cabinets d'avocats. Notre siège social, notre siège mondial est à New York. Je suis personnellement basée à Paris et Jamel à Zurich en Suisse. Alors, nous sommes le plus gros fournisseur de ce qui est nommé IMS pour e-Discovery Managed Services dans le monde anglo-saxon. C'est un des piliers de la branche Legal Services, avec également la gestion des litiges, des investigations et des services forensiques. Nous fournissons ces services partout dans le monde et dans plus de 27 langues. Nous sommes également un partenaire privilégié de Microsoft. En 2023, nous avons été nommés partenaires de l'année sur les sujets compliance. Nous avons également le label Fast Track Ready. Microsoft nous fait intervenir chez ses clients pour des problématiques de mise en conformité de Microsoft 365, notamment sur les sujets Teams, Purview, également dans le cadre de migration dans le cloud. Nous proposons également des conseils en organisation pour les directions juridiques et puis des sujets plus orientés pour les États-Unis avec un département en charge de la restructuration et banqueroute, de l'outsourcing et des actions collectives. Voilà, en quelques mots, qui est EPIC. Alors, nous allons maintenant explorer les phases clés de l'EDRM et son application concrète pour des enquêtes internes. Alors, c'est un secret pour personne, les données se multiplient à un rythme effréné. Bien sûr, cela s'explique en grande partie par le fait que nous disposons d'un grand nombre d'appareils mobiles, que ce soit des téléphones, des tablettes, des montres connectées et autres. Les moyens de communication se multiplient plus que jamais partout où vous soyez. Par exemple, aujourd'hui, on estime que 320 milliards d'emails sont envoyés chaque jour. Alors, pensez également au nombre d'applications que vous utilisez quotidiennement. Et notre empreinte numérique de ce fait est énorme et exponentielle. Et bien sûr, dans le cadre d'une investigation interne, nous sommes confrontés à ces volumes astronomiques. J'aime bien présenter le schéma de l'EDRM, j'adore même. Cela parlera peut-être à certains d'entre vous. Alors en fait, l'EDRM est à la fonction juridique, ce qu'ITIL est à la fonction de DSI, de direction des systèmes d'information. Il s'agit tout simplement du cycle de vie des documents. La roue sur la gauche de mon écran, représente le processus qui démarre par la gouvernance de l'information avec tous les acteurs impliqués. Alors ces acteurs, c'est l'IT, la sécurité, la privacy, les risques, le juridique, Record Information Management, et puis les gens du métier, les business. Et donc les acteurs, cette roue représente les acteurs et les règles concernant la manière dont une organisation va conserver, supprimer ces données durant ses activités. Bien sûr, avoir des politiques et des procédures spécifiques en place va permettre, au-delà de réduire les coûts de stockage et la maintenance de ces données, surtout, ça va permettre de légitimer la destruction de ces données. Ensuite, la partie qui se situe à droite de la roue décrit le processus de découverte et de revue de ces données en 5 étapes, de l'identification à la présentation, en passant par des étapes de préservation, de collecte de la donnée, de processing, de revue, d'analyse et de production de ces données selon le format nécessaire. Notre métier, nous, à EPIC, c'est d'adresser l'intégralité de ce processus de bout en bout, et cela fait une grande différence pour vos enquêtes. Quand je dis enquête, on adresse aussi bien des procédures officielles partout dans le monde. Dans le monde anglo-saxon, on parle d'e-discovery,
Ce sont des litiges de tout type, que ce soit des litiges commerciaux de type competition, cartel, antitrust, toute demande également faite par les régulateurs en fonction de la nature de vos activités et des zones géographiques dans lesquelles vous intervenez. Également des investigations internes de type fraude, éthique, Sapin 2 pour la France, des DISA requests également dans le cadre de GDPR. Donc la grande différence de ces exemples, finalement, c'est le volume. Mais on est dans un monde aujourd'hui où, quel que soit le volume, l'œil humain n'est plus suffisant. Et au-delà du volume, ce qui est critique, c'est le déroulé de ce processus EDRM qui vous garantit une investigation efficace et optimisée. Et ça peut faire une énorme différence dans votre enquête. Nous allons maintenant nous concentrer avec Jamel sur les 5 éléments clés de l'EDRM. L'identification, la préservation et la collecte, le traitement, l'examen, l'analyse et la production. Merci Ghislaine, bienvenue à tous. Je suis Jamel Amara et je suis ravi de vous présenter l'utilisation de l'EDRM dans les enquêtes internes. L'identification, c'est vraiment la première étape de votre processus de découverte et d'enquête. Elle consiste à localiser, identifier les sources potentielles d'informations pertinentes pour l'affaire en cours. Cette étape est vitale car elle détermine la portée et l'efficacité de l'enquête. Lorsqu'il s'agit d'identification, il est important de mettre en place de bonnes pratiques. Il est essentiel d'avoir une compréhension claire des systèmes et des sources d'informations. Cela peut inclure les serveurs, les bases de données, les appareils mobiles d'entreprise, les réseaux sociaux, etc. Il vous faut vraiment une cartographie précise de ces sources. Alors, ça permet d'identifier rapidement les emplacements potentiels des données qui vous seront pertinentes pour l'enquête. De plus, je recommanderais de documenter minutieusement toutes les étapes du processus d'identification. Non seulement ça garantit la traçabilité des sources identifiées, mais c'est aussi essentiel en cas de contestation ultérieure. Dans un litige, les preuves peuvent être contestées. La documentation devrait inclure des informations telles que la date, l'heure, les critères de recherche, les résultats obtenus et les actions prises. S'il y a des documents qui manquent, il faut aussi en préciser la raison. Un exemple concret, dans le cadre d'une enquête interne, on va prendre une entreprise soupçonnant un employé de vol de données confidentielles, une identification précise des sources d'informations telles que les courriels professionnels de l'employé, les fichiers stockés sur son ordinateur, les journaux d'accès aux systèmes sensibles sont cruciaux. Une identification réussie permet de collecter les preuves nécessaires pour étayer l'enquête et prendre des mesures appropriées. En se concentrant sur les sources d'informations clés, on optimise les efforts et les ressources allouées à l'enquête. Un autre point important sur l'identification rigoureuse, elle contribue à la préservation et à l'intégrité des preuves. Quand on identifie et préserve les sources d'information dès le début de l'enquête, on s'assure que les données ne sont pas altérées ou supprimées involontairement. L'identification, c'est vraiment une étape fondamentale dans le cadre de l'EDRM. Le prochain point que je voulais aborder, c'était la préservation des données et en quoi celle-ci consiste. Elle vise vraiment à empêcher toute altération des données. Alors, la manière de collecter les données d'une entreprise ou de n'importe quel système se fait dans l'objectif de préserver leur intégrité et de s'assurer de leur admissibilité en tant que preuve. Alors, la collecte forensique, elle, est une méthode spécialisée de collecte de données qui assure vraiment l'authenticité et l'intégrité ainsi que la traçabilité pour une utilisation juridique. Dans le cadre d'une enquête interne, il serait préférable d'utiliser des méthodes de préservation et de collecte forensique. Il est recommandé de travailler avec un professionnel ayant une expertise dans le domaine, que ce soit le mobile, les serveurs, les systèmes fichiers. Les équipes forensiques sont formées pour mener des enquêtes de manière légale, éthique et conforme aux normes en vigueur. Ensuite, la préservation doit être effectuée dès le début de l'enquête, alors pour éviter toute altération involontaire des données. Cela peut inclure, par exemple, dans une entreprise, la suspension des politiques de suppression automatique des courriels après un tot d'années. La sécurisation, par exemple, des appareils des personnes impliquées, les téléphones mobiles ou les accès à certains ordinateurs ou à certains fichiers système. Et la copie sécurisée des fichiers pertinents. Ici, je vous ai aussi mis quelques bonnes pratiques, mais aussi des mots-clés, alors la préservation et la conservation, mais aussi le legal hold, qui est la communication spécifique aux entreprises. Là, c'est pas vraiment dans le cadre d'une enquête interne. Deuxième point sur la préservation et la collecte des données, je voulais juste aborder ici quelques mots-clés.
que vous allez sûrement voir, qui est Chain of Custody, Metadata, Self-Collection, Forensic Copy et Targeted Collection. Je vous ai aussi mis ici une explication de ce que ces termes signifient. Un exemple concret illustrant l'importance de la préservation et de la collecte forensique dans une enquête interne concerne, on va prendre un exemple d'une entreprise qui est confrontée à un cas de vol de propriété intellectuelle. Alors, dans ce cas, une préservation adéquate des ordinateurs, des serveurs, des appareils mobiles et de tout objet auquel les employés avaient accès est cruciale pour préserver les preuves. Une collecte forensique appropriée permettra d'extraire les données pertinentes de manière sécurisée en préservant l'intégrité, mais aussi en s'assurant de l'admissibilité devant un tribunal, par exemple. Une préservation et une collecte forensique, tout d'abord, renforce la crédibilité des preuves recueillies, ce qui peut être déterminant pour le succès de l'enquête. En plus de ça, elles réduisent les risques juridiques en évitant les accusations de manipulation ou de destruction de preuves. Vraiment, pour conclure là-dessus, je pense que vraiment la préservation et la collecte des données non seulement permet l'authenticité des preuves et de respecter les normes légales et éthiques, mais aussi est une assurance pour l'entreprise d'une enquête bien menée. Passons aux métadonnées, qui fait aussi partie de la préservation et de la collecte des métadonnées. Alors, les métadonnées sont des informations contextuelles associées aux données. Alors là, le meilleur exemple que j'ai entendu là-dessus, c'est des données autour des données. Dans le cadre d'une enquête interne, les métadonnées peuvent jouer un rôle crucial. Alors, lorsqu'il s'agit de métadonnées, il est important de suivre les meilleures pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de préserver les métadonnées lors de la collecte, d'où l'importance de faire part à un professionnel, car elles garantissent que les informations contextuelles ne sont pas altérées ou perdues, ce qui pourrait compromettre non seulement la validité des preuves, mais aussi leur authenticité. Les outils de collecte et de préservation doivent être choisis avec soin pour préserver les métadonnées de manière adéquate, d'où l'utilisation d'un outil professionnel. De plus, il est recommandé de documenter et de conserver les métadonnées associées aux preuves collectées. Cela inclut des détails tels que la date et l'heure de la collecte, les méthodes utilisées, les informations sur la source et les modifications éventuelles apportées aux données. Cette documentation est vraiment essentielle pour garantir la traçabilité, mais aussi l'admissibilité de ces preuves devant un tribunal ou lors de toute présentation des résultats d'une enquête. Alors ici, sur ce document, je vous ai mis une explication de ce que sont les métadonnées, où se situent ces métadonnées, que ce soit le recto du document, on peut le voir en 3 phases. Ce seraient des données qui fournissent l'information sur le document, qui l'a créé, quand est-ce qu'il a été accédé, quand est-ce qu'il a été modifié et comment ce document est formaté. Texte lui-même, qui dit visible et consultable par l'ordinateur. Alors, si le texte est une image, il faudra passer par une phase de OCR, une reconnaissance optique de caractère. Et le dernier point, ce serait cette 3e phase du document qui serait le document lui-même, visible et consultable à l'œil humain. Alors, la différence entre le milieu et la phase, c'est que certains documents, comme vous l'imaginez bien, ne sont pas lisibles de la part d'un ordinateur. Exemple très simple, un document qui a été scanné n'est pas forcément visible à l'ordinateur. L'ordinateur le voit comme une image. Passons à un exemple concret qui concernerait par exemple un cas de harcèlement sur le lieu du travail. Alors, dans ce scénario, les métadonnées associées au courriel ou au message électronique peuvent relever des informations essentielles telles que l'expéditeur, le destinataire, le timestamp ou l'horodatage et éventuelles modifications apportées au contenu. Alors, ces métadonnées peuvent fournir non seulement des preuves cruciales pour identifier l'auteur, par exemple, d'un message, établir une chronologie éventuelle des événements et évaluer aussi la crédibilité des témoignages. Les métadonnées offrent plusieurs avantages. L'un d'entre eux est de faciliter la recherche et la récupération des données pertinentes en utilisant des outils de recherche basés sur les métadonnées. Alors, les enquêtes peuvent cibler efficacement les informations clés et réduire le temps et les ressources nécessaires pour examiner de vastes volumes de données. Alors, prenons l'exemple ici de ce document. Si le document de gauche était un document papier, tout ce que vous sauriez à son sujet, c'est que ce document a été généré le 7 mars 2000, que Mary Smith a informé John Doe d'une réunion prévue le même jour à midi. Cependant, si on regarde sur le côté droit, les métadonnées du système racontent une autre histoire. Le document ici a été créé par AGK et non pas par Mary Smith. Plus important encore, il a été créé le 22 mars et non le 7. En d'autres termes, il a été antidaté. Si l'affaire porte sur une allégation sur laquelle John Doe ou M. Martin a été informé à temps de la réunion du 7 mars, ce document est une preuve qui réfute cette allégation. Sans l'utilisation d'un logiciel et la possibilité de visualiser ces importantes métadonnées, il serait incroyablement plus difficile, voire impossible, de contrer l'allégation de notification en temps utile. Passons au traitement des données.
Le traitement des données, ça consiste à organiser, trier et analyser les données que vous avez collectées afin d'obtenir des informations exploitables pour l'enquête. La réduction des données, quant à elle, vise à réduire le volume global des données sans compromettre la pertinence ou la fiabilité des informations extraites. Donc, utiliser un logiciel de l'industrie de discovery pour ces deux aspects est essentiel pour mener une enquête interne efficace. Le traitement des données signifie tout simplement traduire les données collectées dans un format utilisable. Il s'agit notamment de les rendre consultables, d'extraire les précieuses métadonnées, de supprimer les fichiers informatiques qui peuvent avoir été collectés par inadvertance et réduire le volume de données grâce à la déduplication. Ici, le denesting fait référence, si vous voyez, à l'agence américaine NIST qui produit des listes de données de documents à valeur informatique, donc pour pouvoir les supprimer durant le traitement des données. La déduplication est une méthode de réduction des données qui permet de réduire le volume final à examiner. L'OCR, l'extraction des métadonnées, comme nous l'avons vu, est une méthodologie qui permet d'enrichir le contexte des documents que vous avez collectés. Lorsqu'il s'agit des traitements de données et de réduction de données, il est important de suivre les bonnes pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de choisir un bon logiciel de traitement et de réduction des données qui est reconnu par l'industrie et qui suit des standards. En plus, d'établir des critères clairs pour la réduction de ces mêmes données. Alors, ça peut inclure la définition de mots-clés pertinents, de filtres temporels ou de critères spécifiques liés à l'enquête. Alors, l'objectif est de réduire évidemment le volume des données tout en conservant les informations essentielles à votre enquête. Un exemple concret du traitement et de la réduction des données, prenons le cas d'une violation de confidentialité impliquant des communications par email. Dans ce cas, un logiciel de traitement de données peut être utilisé pour extraire les emails, les courriers pertinents à cette étape de temps ou à cette plage temporelle, ce qui permettrait en fait de réduire les données que nous collectons, de réduire le volume global que nous ayons à analyser et on se concentrerait uniquement sur les informations pertinentes de l'enquête. Alors, évidemment, plusieurs avantages. Tout d'abord, ça permet de gagner du temps et des ressources en réduisant le volume à examiner et on se concentre aussi sur les informations les plus pertinentes. Les enquêteurs peuvent accélérer le processus d'analyse et prendre des décisions éclaircies. Alors, l'utilisation d'un logiciel non seulement garantit la fiabilité, mais aussi la cohérence des résultats finaux. Et elle réduit aussi l'impact sur votre infrastructure. En conclusion, les logiciels d'e-discovery vous permettent d'extraire les métadonnées, mais aussi elles permettent de localiser facilement les données probantes clés grâce à l'utilisation des métadonnées qui ont été extraites, mais aussi de vous aider à la recherche de tous ces documents. Mais soyez aussi conscient que si la partie adverse, au moment de la production de documents, vous demande des métadonnées spécifiques et que vous n'avez pas utilisé un de ces outils, cela pourrait s'avérer être une erreur coûteuse si vous deviez tout recommencer du début. Nous avons discuté de l'importance de la collecte d'informations exhaustives, précises, dès le début de l'enquête. Ensuite, nous avons discuté de bonnes pratiques pour garantir la préservation des données et éviter toute altération ou perte involontaire. Nous avons mis l'accent sur les méthodes et les outils recommandés pour collecter les données électroniques. Cette collecte doit se faire évidemment d'une manière légale, éthique, en accord avec les lois et réglementations en vigueur. Nous venons de voir à l'instant le traitement des données et la nécessité de recourir à des outils permettant de trier, filtrer, indexer et analyser efficacement les données et métadonnées collectées. On va utiliser des outils de recherche évidemment avancés et pour trouver cette information pertinente et réduire le volume des données à examiner. Merci Jamel. La question est bien celle-ci. Comment EPIC Discovery va vous faciliter et professionnaliser vos investigations? D'une part, avec un modèle économique adapté et d'autre part, en minimisant les risques, c'est-à-dire ne pas passer à côté d'éléments importants. Epic Discovery, en quelques mots, c'est une plateforme self-service qui est en mode SaaS. Le but, c'est de vous permettre d'être autonome pour très rapidement, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, si je peux dire, vous permettre de télécharger des données sans notre assistance, sans notre aide, et de voir s'il y a un cas ou pas. Alors, comme je vous l'ai dit, donc c'est une plateforme self-service, mais ça ne signifie pas qu'on va vous donner uniquement l'accès à la solution et au manuel utilisateur. Non, bien sûr. Un consultant de l'équipe CSM, ce sont les Customer Success Managers, sera votre interlocuteur privilégié pendant la phase de montée en compétences. Cette personne va s'occuper de vous pendant la phase initiale d'apprentissage
On ne parle pas de formation en plusieurs jours, hein, bien sûr, on parle de 1 à 2 heures. Et ensuite, cette personne sera là pour répondre à vos questions fonctionnelles. Voilà, et ensuite, c'est à vous de jouer. Et dernière précision, c'est donc, comme je vous le disais, une plateforme accessible en SaaS. Et c'est important de noter que la plateforme est agnostique, c'est-à-dire que vous ayez un Mac ou un PC, partout où vous avez une connexion Internet, vous aurez accès à vos dossiers et à votre environnement. Toutes les données sont hébergées chez AWS. Vous bénéficiez ainsi de la sécurité propre à Epic Discovery et également de la sécurité supplémentaire d'AWS. Alors, dans l'Union européenne, les données peuvent être hébergées en France et en Allemagne. AWS vient d'arriver également en Suisse en fin d'année dernière. Donc, Epic Discovery sera également prochainement disponible. Et on a des instances partout dans le monde, en Australie, au Brésil, au Canada, Hong Kong, Japon, Afrique du Sud, au UK et aux États-Unis, bien sûr. Alors, voilà les cas d'utilisation les plus fréquents chez nos clients. Voilà, cette liste n'est pas exhaustive. C'est souvent pour traiter une revue d'email en masse, une revue de données multisources volumineuses également, enfin volumineuses à peu volumineuses, que ce soit des fichiers audio, vidéo, email, PowerPoint, Word, PDF, Excel, etc. Tout type de fichiers. C'est également la possibilité de centraliser des informations hautement confidentielles avec vos avocats internes, externes, et notamment dans le cadre d'une due diligence, par exemple. Alors enfin, avant de passer à la démonstration, Epic Discovery, si on doit le résumer en 5 points. Premièrement, donc c'est une plateforme self-service, simple et intuitive à utiliser pour vous, fonctions juridiques. Elle a réellement été pensée avec cet objectif. Du SaaS, donc accessible de partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un service à la demande flexible, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la solution en parfaite autonomie ou faire appel à nos services en cas de besoin, c'est votre choix. C'est bénéficier de la sécurité propre à Epic Discovery et également de la sécurité supplémentaire d'AWS. Et enfin, c'est un modèle de prix prévisible, prédictible, avec 2 approches tarifaires, un par dossier, c'est-à-dire que vous allez avoir un nombre d'utilisateurs illimité et un prix par mois pour 50 gigas. La facturation mensuelle s'arrêtera quand votre cas sera terminé. Ça, c'était le premier cas. Et deuxième possibilité tarifaire, c'est une souscription annuelle, où là, la métrique, c'est le volume des données en gigas, avec un nombre de dossiers et d'utilisateurs illimité. Et nous allons pouvoir passer maintenant à la démonstration d'Epic Discovery. Alors voilà, je vais me connecter à Epic Discovery, donc via mon navigateur. Pour cela, j'ai besoin d'un ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, d'une connexion Internet. Et ça va me permettre de me connecter partout où je suis, tout simplement à Epic Discovery. Donc, je renseigne mon email, mon mot de passe. C'est intéressant de noter qu'on peut se connecter via le SSO de votre entreprise, c'est-à-dire via le système d'authentification unique proposé par votre organisation. Voilà, c'est au-delà d'être très pratique, bien évidemment, ça évite de ressaisir à chaque fois email et mot de passe. Donc, j'arrive ici sur l'écran d'accueil avec l'ensemble des projets, des cas, des investigations sur lesquelles j'interviens. Je vais me connecter sur une première. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est de démarrer avec le dashboard. Et en fait, on a une représentation tout de suite statistique pour un projet donné, et bien, du nombre de documents, du volume de data qui sont hébergés, du nombre d'utilisateurs qui ont accès à cette investigation, et puis du nombre de custodians concernés. Custodians, ce sont les personnes investiguées. Je vais retrouver ici le volume de documents avec les sources possibles. Voilà, ici, l'intégralité des sources ont été téléchargées depuis mon ordinateur de manière locale. Je vais avoir ici le pourcentage de documents uniques. Et ici, j'aurai une indication si la revue avait commencé, la revue des documents, de l'avancement de cette revue. Voilà pour
pour la présentation, la présentation générale, je veux dire l'overview. On va poursuivre ensuite. Alors, je vais me connecter sur un autre dossier. Voilà, on retrouve, vous voyez ici, hein, les mêmes informations. Alors, on a veillé à avoir un écran assez simple pour que ça soit le plus intuitif possible. Donc, j'ai ici l'intégralité de mes projets. Donc, j'ai la possibilité de naviguer d'un projet à un autre, tout simplement. Ensuite, j'ai 6 icônes ici. On a la représentation générale de mes projets, la partie collecte de l'information ici, voilà, qui s'affiche, la partie collecte de l'information, le processing des datas, l'analyse, la revue et enfin la production. Vous avez une aide en ligne également qui est accessible à tout moment, voilà, qui est organisée très simplement en fonction des 4 grandes étapes, c'est-à-dire la collecte des informations, l'analyse, processing et revue des éléments. Et si j'ai besoin à un moment donné, je suis perdue ou j'ai une question, eh bien, tout simplement, voilà, je ne sais pas où ça se trouve, dans quelle étape, je vais tout simplement rechercher par mots-clés. Et voilà, je recherchais par exemple comment fonctionne la partie transcription d'un fichier audio ou vidéo. Ben voilà, j'ai un pas à pas qui me guide en fait dans l'utilisation de cette fonctionnalité. Voilà, là je vois que c'est supporté, 13 langues sont supportées, etc. Et puis j'ai la possibilité d'accéder de la même manière, sinon en allant directement sur une des phases, par exemple ici la revue. Voilà, donc ça c'est l'aide en ligne qui est disponible à tout moment hein, dans Epic Discovery. En fait, c'est représenté ici par voilà, le petit point d'interrogation qui se trouve ici. On va pouvoir démarrer avec la première étape, qui est la collecte des informations, et notamment collecte d'informations en local depuis mon poste de travail. Je vais ici choisir un certain nombre d'éléments, notamment les étapes du processus que je souhaite voir appliquées, de la sérialisation exacte également. Et ensuite, je vais tout simplement aller sélectionner les fichiers que je souhaite uploader. Alors, soit je peux faire un copier-coller, enfin glisser-déplacer dans cet environnement, ou bien ça simplement, je vais chercher dans mon répertoire le ou les fichiers que je souhaite télécharger. Voilà. Voilà, donc il m'indique le volume de ce document, j'envoie, je valide, et les informations eh bien, sont en cours de transfert. Voilà, ça va assez vite, enfin, le fichier n'est pas très volumineux non plus. C'est parfait. Deuxième possibilité, télécharger des emails à partir de Gmail ou d'Outlook directement renseignant bien, tout simplement le nom de l'utilisateur et puis son mot de passe. Aller chercher des informations dans le cloud directement, que ce soit OneDrive, Google ou Amazon. La possibilité de collecter des données également depuis un mobile. On s'appuie sur l'outil Celebrite XML, qui est bien connu dans le monde forensique, pour récupérer des données sur les mobiles, hein, sur tout ce qui est mobile. Possibilité d'aller extraire des informations depuis un site web. On a développé également un chat spécifique pour Bloomberg, l'application, enfin l'outil de chat dans le domaine financier. Et enfin, dernière possibilité, on va pouvoir faire de la capture d'informations en masse dans Microsoft 365. Alors ici, dans les emails, vous pouvez le faire personne par personne. Et ici, on va pouvoir tout simplement le faire de manière massive, donc pour tout un ensemble d'utilisateurs, donc ce qui est extrêmement pratique. Vous allez renseigner ici eh bien, le nom et l'ID de votre tenant. Vous loguez sur le tenant et puis ensuite, allez choisir les personnes avec les dates voulues pour uploader les données. Voilà, c'était pour la partie collecte de l'information. Ici, la partie process, c'est quelque chose qui s'opère en tâche de fond, hein, si je peux dire. Une fois qu'on a téléchargé, une fois qu'on télécharge, qu'on upload ces données plus précisément, on va appliquer un certain nombre d'opérations, on va récupérer les métadonnées, on va procéder à de la déduplication, on va s'assurer bien sûr qu'il n'y a pas de virus dans les éléments qu'on télécharge. Pour tout ce qui est email, on va extraire les données, les pièces attachées dans les emails. On va dédupliquer les conversations et les pièces attachées, eh bien, effectivement, on les détache pour les rendre recherchables chacune individuellement. La partie analyse, avec notamment
ce dashboard de data assessment qui permet d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble des documents que vous avez téléchargés et d'avoir ici des filtres, eh bien, par exemple, pour savoir le nombre de documents qui contiennent des éléments avec des données sensibles, par exemple. Et ensuite, aller zoomer sur ces informations. Donc là, vous avez tout un nombre de filtres par taille, type de fichier, les personnes par personne également. Alors, on va pouvoir passer à la revue des documents. Donc, l'écran se présente très simplement. Vous avez ici sur la gauche l'ensemble des documents qui sont téléchargés que nous avons téléchargés dans notre dossier. Lorsque je clique sur un document, eh bien voilà, j'ai le document ici qui apparaît sur la droite, soit en natif, en version native, soit en version texte. Donc en fait, voilà, ce qui permet d'avoir une recherche plus rapide, plus efficace uniquement sur le texte. Si je clique ici, si je sélectionne ce document, eh bien j'ai un certain nombre d'actions qui vont apparaître. La possibilité de mettre ce document, de classer ce document dans un folder, d'appliquer des tags, mais ça je vais y revenir, d'océaniser ou de le transformer en image. La fonction que je voulais vous montrer, voilà, c'est celle-ci, une fonctionnalité de traduction, donc dans différentes langues. Ah. Alors on va choisir la langue d'origine. Et ensuite, on va choisir la langue de destination ici. Donc, on a 75 langues qui sont, 73 pardon, langues qui sont disponibles à la traduction. Donc, on va gérer des fichiers, enfin tout type de fichiers, hein, PDF, MP4, etc., des fichiers audio. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les fichiers audio et fichiers et vidéo, on aura la capacité de transcrire leur contenu. Par exemple, ici, vous êtes un fichier audio, donc vous avez l'audio ici, si je le démarre. Et ici, eh bien, vous voyez, on a transcrit l'ensemble de ce document. Tout simplement, on va pouvoir faire des recherches sur des messages audio et sur des vidéos, même principe. Voilà, vous avez ici la vidéo en version native, et ici le texte qui est applicable. Alors bien sûr, dans cette partie-là, ici j'ai une barre de recherche, donc je vais pouvoir tout simplement taper un mot-clé pour faire ma recherche. Et vont s'appliquer ici, voilà, vous allez avoir le résultat de ma recherche qui apparaît ici. J'aurai aussi la possibilité d'aller rechercher voilà, un search que j'aurais déjà effectué et sauvegardé auparavant. Donc là, j'ai ici eh bien, quelques exemples. Et puis la possibilité, bien sûr, d'aller sélectionner tout simplement l'ensemble des critères, l'ensemble des champs qui sont dans Epic Discovery. Eh bien, tous les champs sont recherchables. Tout à l'heure, voilà, on parlait d'éléments PII. Ben voilà, en fait, c'est un élément de recherche également. Il manque une petite partie. Et si je veux rajouter différents critères, donc là, on n'est pas limité. Donc, ce qui permet, c'est un outil vraiment qui va être très adaptable et très puissant en termes de paramètres pour faire exactement les recherches comme vous le voulez, de telle date à telle date, sur tel type d'information, etc. La possibilité également, j'ai un petit rappel ici des différentes possibilités de recherche, hein, donc ça c'est assez utile avec un petit rappel de ce qui est possible. Il y a également ici des éléments qui vont me permettre de taguer rapidement des documents pour voir eh bien, ce qui a de l'intérêt ou pas par rapport à votre investigation ou pas, voilà, voir si y a un privilège d'avocat exactement, enfin, etc. Donc ça, ce sont des tags que l'on peut personnaliser. Aussi, alors je vais revenir sur cette partie-là. C'est un outil qui a vraiment vocation à être collaboratif. Donc, vous êtes en train de faire votre revue et vous trouvez qu'il y a une partie qui est intéressante, par exemple, l'ensemble de ces éléments. Donc, je les sélectionne et j'ai la possibilité de surligner certaines parties, de rajouter un lien pour aller rattacher un autre document ou une recherche que l'on ferait. De rayer ces informations. Alors, par exemple, voilà, si je fais comme ceci, je vais les mettre en évidence et je vais ajouter un commentaire. Et je vais dire, par exemple, Jamel, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Voilà. Et ce document, ensuite, je vais aller
le mettre dans un folder qui est To be reviewed par Jamel. Voilà. Et ce document va apparaître ensuite, Jamel qui va se connecter avec son propre mot de passe. Lui va s'occuper de la revue et il va avoir les différents documents sur lesquels il va devoir appliquer son œil d'expert en voyant mon commentaire ici et il va pouvoir me répondre. Dans les folders, alors évidemment, vous allez pouvoir organiser autant de folders que vous souhaitez. C'est vraiment à votre convenance. Hein, les folders, vous les créez très simplement ici, voilà, à travers ce petit signe plus. Autre élément intéressant également, c'est lorsque je clique sur le petit i d'information ici, on va avoir les métadatas du document qui s'affichent. Avec notamment, alors l'ensemble de ces métadatas, l'ensemble de ces données sont bien sûr accessibles pour les recherches. Et ce qui est intéressant, c'est, alors vous avez le type de document, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la langue qui est détectée. Donc, première langue, 99%, c'est de l'anglais. Voilà, si je regarde un document qui, lui, est en chinois, ben, vous voyez, je vais avoir l'information ici. Donc ça, cette détection en automatique de la langue, c'est quelque chose qui est très, très utile là. Alors, le but de la plateforme, c'est également d'être collaborative. Donc, j'aurai la capacité également d'organiser des groupes, des groupes pour faire la revue de documents et ensuite suivre l'avancement de cette revue de documents en créant comme ça des groupes. Là, j'ai une seule personne, c'est Jamel qui est créé et je vais pouvoir aller voir l'avancement des documents qui sont entre guillemets affectés à Jamel pour voir où il en est dans l'avancement de sa revue. Voilà, on a fait un tour des principales fonctions de revue de documents avec Epic Discovery. On vient de voir la revue et enfin la dernière étape qui est la production de documents, qui est la dernière étape, on va dire, dans le cadre d'une enquête officielle, pour le coup, où là, en fait, on va pouvoir fournir un set de documents, un ensemble de documents, en fonction de la juridiction des régulateurs qui vous le demandent, sous un format particulier. Ça peut être, c'est souvent du PDF, mais enfin, pas que. Parfois, il peut y avoir des demandes diverses et variées, et là, on s'adapte à tout type de demande sur le sujet de la production. Voilà, on a fait un tour complet de la plateforme Epic Discovery. Donc, son objectif, c'est vraiment d'être une plateforme qui va vous permettre d'être indépendant pour pouvoir faire vos téléchargements, l'upload des données par vous-même, faire la revue et jusqu'à la production des éléments nécessaires. C'est aussi une plateforme, il est intéressant de noter, qui permettra d'avoir un nombre d'utilisateurs assez important, c'est-à-dire que vous pouvez démarrer à faire votre première revue de documents et puis ensuite en interne, vous allez demander à un ou deux avocats ou différentes personnes d'avoir un œil sur des éléments que vous allez avoir sélectionnés. Et puis ensuite, vous allez pouvoir de la même manière demander à des personnes externes, des avocats, des conseils externes, d'avoir un œil sur un autre élément, une autre partie de ces documents. Donc l'objectif étant vraiment une approche collaborative.